Eh bien, bonjour, bienvenue sur le réseau des pionniers et pionnières de l'innovation publique en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je m'appelle Antoine Verochovski, je suis du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et je suis l'animateur technique de cette journée. Je laisse la main à Edith pour introduire ce webinaire. Merci. Merci Antoine et bonjour à toutes et tous. Alors, je suis heureuse d'introduire ce premier webinaire d'un cycle qu'on va vous proposer pendant 6 mois, la mise en récit, un outil au service de la transformation écologique. Je remercie Antoine et Guy, donc, qui sont deux pionniers de l'innovation publique en Bourgogne-Franche-Comté et qui ont exploré le sujet des récits. Guy et Antoine, vous avez mené de nombreux entretiens pour comprendre le rôle, l'importance des récits dans les transformations sociétales et écologiques. Et de ces travaux est né ce cycle de webinaires qu'on organise dans le cadre du réseau des PIP. Le réseau des PIP, c'est le réseau des pionniers et pionnières de l'innovation publique en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un réseau qui réunit des agents et des agentes publics, à la fois des collectivités et des services de l'État en Bourgogne-Franche-Comté. Et ce réseau est soutenu et financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, la préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté et la délégation régionale du CNFPT Bourgogne-Franche-Comté. Face à la trajectoire écologique qui peine à se dessiner, on est parti d'une hypothèse, c'est qu'un processus de mise en récit peut être une clé importante de nos projets de transition. Pendant l'exploration, on a regardé des expériences inspirantes dans les territoires, mais aussi des chercheurs et des chercheuses, des penseurs et des penseuses qui montrent qu'on pourrait innover, on peut innover dans notre conception de projet et d'accompagnement au changement avec l'appui des récits. Il y a deux citations au début de nos travaux que j'avais notées et que je souhaite vous partager, alors très courtes. La première de l'écologiste britannique George Marshall. Alors, il écrit: les théories, les graphiques, les projets, les données parlent presque entièrement à notre cerveau rationnel, ce qui nous aide à reconnaître qu'il y a un problème majeur, mais ce n'est pas ce qui nous pousse à agir. La seconde que je voulais vous partager, elle émane de Michael White, qui était un travailleur social australien, qui est l'inventeur de la thérapie narrative, et il a écrit la vie des personnes est organisée et structurée par leur histoire. Autrement dit, les histoires qu'on raconte déterminent notre rapport au monde. Le récit aurait donc une fonction structurante dans le déroulé même des choses, au lieu d'en être simplement le reflet. Alors, si l'approche, on peut se demander, en fait, et c'est la question qu'on voulait explorer pendant ce cycle de webinaires, c'est: et si l'approche narrative des projets de transition constituait un levier d'action et de mise en mouvement? Et si la mise en récit constituait un soutien à nos projets, aux transformations que nous portons sur nos territoires et dans nos organisations? C'est ce que nous vous proposons d'explorer lors de ces webinaires: comprendre ce que sont les récits, en comprendre leurs forces, donner à voir des exemples, explorer les leviers du récit, mais aussi ses limites, et en identifier les modes opératoires. Merci encore à vous, Antoine et Guy, pour votre accompagnement dans ce cycle de webinaires. Et je remercie aussi Daniel Kaplan pour cette participation à ce premier webinaire. Je vous donne dès à présent le rendez-vous de notre prochain webinaire qui aura lieu le 10 février, lundi 10 février, de 14 heures à 15 h 30, où nous serons en compagnie du CEREMA, d'un représentant de la Fédération française des Scots, qui a été accompagné pour une expérimentation par l'agence Design Friction. Bon webinaire. Merci Edith. Donc, je reprends la main. Je m'appelle Guy Peretz. Je travaille en tant que chargé de mission transition écologique au Conseil départemental de Lyon. Donc, je suis situé à Auxerre. Bon, merci pour cette très belle introduction. Sans plus tarder, je vais demander à Daniel de partager son support de présentation et de se présenter en quelques mots. Bonjour, ben merci de m'accueillir. Je suis très, très heureux, très honoré. Peut-être effectivement quelques mots sur qui vous parle. Donc aujourd'hui, je vous parle au titre du réseau Université de la Pluralité, qui est une association que nous avons créée il y a 6 ans à peu près, et qui fédère des personnes et des groupes un peu partout dans le monde
mobilise les imaginaires pour explorer et peut-être rendre possible des futurs alternatifs. Auparavant, j'ai eu un assez long parcours dans les questions numériques, mais aussi d'innovation publique, puisque dans l'organisation que je dirigeais auparavant, qui s'appelait la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, est née une organisation que, en tout cas, les pionniers et pionnières de l'innovation publique connaissent bien, qui s'appelle la 27e région, dans laquelle à laquelle je participe encore avec plaisir de temps en temps. Euh, voilà, je pense que vous en savez suffisamment. Merci Daniel. Donc, pour commencer cette présentation, on entend beaucoup dire que nous avons besoin de changer de récit ou d'imaginaire, mais de quoi parle-t-on? Alors effectivement, on l'entend beaucoup ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, ensuite vous allez entendre, vous entendrez de moi quelques exemples de pratiques, mais vous en entendrez d'autres qui seront peut-être plus focalisés sur les questions d'action publique et de territoire, encore que euh, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous inviter en tout cas à bien réfléchir aux différents contextes dans lesquels cette injonction, quelque part, au nouveau récit peut jouer un rôle, peut intervenir. Et en gros, si on simplifie énormément, il y a un petit peu trois choses qu'on va attendre de la mise en récit. La première, c'est de sortir d'un certain nombre d'impasses, euh, de la difficulté d'imaginer que les choses pourraient être différentes. J'ai mis cette citation d'Amitav Ghosh, qui est à la fois un romancier et un essayiste indien qui a beaucoup travaillé et écrit sur le changement climatique et qui nous dit le changement climatique est une crise de l'imagination au sens où ça fait 40 ans à peu près qu'on sait dans quelle direction les choses vont, mais qu'on n'a pas agi à la hauteur du problème parce qu'on a cette difficulté à s'imaginer à quoi pourrait ressembler un futur qui serait, ou un monde tout simplement, qui serait soutenable. Euh, le deuxième, qui n'est pas tout à fait le même, qui consiste à retrouver un élan positif, quelque chose qui invite à agir. Je pense à la citation aux deux citations, mais surtout à la citation de Marshall dont parlait Edith. Moi, là, j'ai repris la citation d'une initiative donc de Cyril Dion, le cinéaste, et Magali Payen, qui avait lancé une maison de production qui n'a pas vécu très longtemps, mais dont l'objectif était de produire des récits et des imaginaires pour faire face aux défis de notre temps, et toujours effectivement avec cette idée que, en appelant à l'émotion, au sens, on déclenche quelque chose de plus fort. C'est aussi là qu'on va inviter à produire des récits plutôt positifs qui donc donneraient envie, euh, par opposition à des récits négatifs de la crise, de la difficulté, qui bloqueraient l'action. Je mets ça au conditionnel parce que on va voir que c'est souvent plus compliqué en réalité. Mais en tout cas, il y a ça derrière. Et puis, il y a une troisième question qui serait celle de retrouver un élan commun, l'idée de récit commun. Nous avons besoin, là j'ai pris paradoxalement quelque part pour certains et certaines, une citation du Forum économique mondial, mais c'est un peu exprès bien sûr. Nous avons besoin de nouveaux récits pour rassembler les gens au service d'un futur plus inclusif et soutenable. Et d'ailleurs, dans la suite de cette phrase, Greta Thunberg, qui serait bien étonnée de l'être, est citée comme un exemple d'être citée par le Forum économique mondial. Euh, ces trois objectifs qui sont évidemment des objectifs tout à fait louables, tout à fait légitimes, mais que je voudrais vous inviter à considérer euh, un par un, parce qu'ils peuvent exister séparément, parce que les conditions de réussite et éventuellement les risques ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, tout dépend de votre objectif. Vous allez vous poser différemment la question des récits. Si, par exemple, votre objectif en tant qu'acteur public, par exemple, ou qu'acteur privé d'ailleurs, c'est plutôt d'obtenir l'adhésion d'un certain nombre de parties prenantes à un projet structurant, ou c'est de réduire le conflit entre les pros et les anti-loups dans les campagnes, ou c'est d'imaginer d'autres destins à un territoire de montagne, mais sans forcément savoir lequel au départ, ou c'est encore de trouver un fil conducteur à de multiples actions éparses sur le territoire pour se dire, mais qu'est-ce qu'elles racontent ensemble? Euh, et tout ça, ce sont des objectifs. Donc,
qui sont à nouveau tous pertinents, tous intéressants, tous différents, dans lesquels les récits peuvent jouer un rôle, mais pas nécessairement le même et ne produisant pas tout à fait les mêmes résultats. Alors, on a besoin de ces nouveaux récits, mais est-ce que, on peut utiliser cette mise en récit pour changer de cadre et d'imaginaire? Alors, avant de parler de changer de cadre, il faut justement peut-être se dire, mais pourquoi c'est si important? Pourquoi, je retrouve la citation, la vie est organisée par les histoires. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si j'entends, la vie est organisée par l'histoire des personnes, et ensuite on passe de l'histoire aux histoires, ce qui n'est pas forcément tout à fait la même. En anglais, c'est history et story. Euh, mais évidemment, c'est une tension que les historiens et les historiennes connaissent bien d'ailleurs. C'est que l'histoire se raconte, et donc à un moment, on va faire un récit qui organise quelque chose qui s'appelle l'histoire, qui organise des faits du passé, mais qui forcément en choisit, en hiérarchise, etc. Mais euh, tout ça, ça démarre par le fait que les récits sont quelque part l'organisation de ce qu'on va appeler des imaginaires. En anthropologie, l'imaginaire, c'est tout simplement la face symbolique de ce qui compose notre réalité, ou pour le dire autrement, ce par quoi on donne sens aux choses qu'on perçoit. C'est par lui qu'on va assigner des places aux êtres, les humains, les animaux, les plantes, qu'on va définir que quelque chose est amical et, je dirais, par définition, indépendamment de son comportement à un moment donné, amical ou dangereux, proche ou lointain, légitime ou pas, c'est autour d'un imaginaire collectif ou individuel qu'on va définir ce qui est désirable, c'est ce qu'on va appeler les valeurs, ce qui est non négociable peut-être, ce qu'on pourrait appeler par exemple le sacré. Euh, les philosophes nous disent qu'une société, ça va se constituer en fait simultanément en constituant des institutions concrètes et un imaginaire, un système de symboles. Typiquement, on peut penser aux sociétés dans lesquelles institutions et religions se sont créées ensemble et c'est difficile de savoir qui commence, qui est la poule et qui est l'œuf. Euh, alors, imaginaire et récit, ben, je vais vous prendre quelques exemples de comment ça cadre la, la pensée. Et je vous prends quand même l'un des récits fondateurs, en tout cas pour une partie du monde. Ici, on est dans la Genèse de l'Ancien Testament. Et donc, tout au début, Dieu, ayant créé l'homme et la femme, leur donne les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les animaux pour qu'ils en soient les maîtres. Elle leur donne les plantes et les semences sur la surface de la terre pour qu'ils les mangent. Et donc, en quelques phrases, vous installez, alors évidemment, ce n'est pas le livre qui a installé quelque chose qui n'était pas là. Le livre a structuré, a mis en phrases de manière spectaculaire une manière de voir le monde dans laquelle le reste du vivant est une ressource pour nous. Et donc, il y a nous au-dessus qui avons les droits, en gros, de domination et de propriété sur le reste du vivant. Et on voit bien aujourd'hui que ça fait partie de l'impasse. Et à nouveau, ce n'est pas l'Ancien Testament qui est coupable de ça. Il ne s'agit pas non plus d'ailleurs d'aller chercher des coupables. C'est simplement vous dire comment bah, voilà, une société qui s'est organisée comme ça, probablement aussi autour de l'agriculture, le démarrage d'un certain nombre de structures sociales, a construit, y compris autour de la religion, les systèmes de symboles qui, en fait, légitiment, expliquent, situent chacun et chacune. Et en fait, nous sommes mentalement structurés autour de ça. Et c'est donc difficile, forcément, d'imaginer que nos relations avec le reste du vivant pourraient changer, alors que c'est aussi profondément inscrit dans l'ensemble de nos systèmes de représentation. Euh, et pour vous le donner d'une autre manière, dans un livre déjà un peu ancien, Naomi Klein, la journaliste américaine, canadienne, pardon, euh, qui s'intéressait à la question climatique, à un moment se rend dans une conférence de climato-sceptiques américains et elle en ressort en disant, je crois avoir compris quelque chose. Ils comprennent bien que cela requiert un changement radical. Ils sont en fait conscients de ce qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, l'acceptation
du phénomène du changement climatique et de l'origine humaine du changement climatique remettrait tellement en cause, on va dire, l'American Way of Life, c'est-à-dire en fait le système de valeurs autour duquel il et elle se sont construits, que ça, c'est inacceptable. Et à partir du fait que ça, c'est pas possible, on va petit à petit en venir à nier le fait ou à le relativiser. Donc c'est bien autour d'un système de valeurs fondamentalement symboliques, ce qu'on considère comme étant la bonne vie, qu'on va accepter ou refuser des choses qui se présentent par ailleurs comme étant des faits scientifiques. Et c'est un fait, c'est pas bien ou pas bien. Et je peux peut-être partager en deux mots euh, quelque part un épisode personnel, parce que c'est celui qui m'a amené à un moment à choisir de quitter la firme que je dirigeais depuis 17 ans euh, pour passer sur ce travail, à ce travail sur les imaginaires du futur, où en 2015, je crois, nous lancions un programme qui s'appelait Transition au carré, sur le lien entre les deux choses qui se présentaient comme des transitions à cette époque-là, la transition numérique et la transition écologique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est que, alors même qu'il y avait une envie de se parler, nous avons mis 18 mois à faire se comprendre vraiment des gens qui venaient à la question depuis une perspective technologique, depuis le monde du numérique, et des gens qui venaient à cette question-là depuis une perspective écologique. Et l'analyse que j'en faisais, c'était quelque part qu'il y avait bien une image des relations aux limites. Quand vous venez des technos, une limite, c'est un truc à péter. Et d'ailleurs, quand vous demandez de l'argent dans les programmes d'innovation ou de recherche, on vous demande quels sont les verrous que vous allez faire sauter. Donc on est bien dans cette logique-là. Quand vous venez d'une perspective écologique, une limite, et par exemple les limites planétaires, c'est quelque chose en dessous de quoi vous devez rester ou vous ramener. Ces deux relations tellement profondément différentes, et il n'y en a pas forcément une qui est bonne et une qui est mauvaise. Par contre, elles constituent vraiment une manière de voir et d'interpréter les choses. Et si on n'est pas capable de comprendre cette différence-là, en fait, le dialogue ne se fait pas. On a fini par réussir à le faire, mais ça a mis un petit peu de temps. Donc voilà, quelques exemples d'à quel point l'imaginaire est structurant de ce qu'on peut ou pas penser, au fond. Merci Daniel. Donc, est-ce qu'on peut vraiment utiliser cette mise en récit pour changer ce cadre et changer d'imaginaire? Alors, oui, mais en fait, je suis pas ultra à l'aise avec l'expression mise en récit. Même si je sais bien dans quel état d'esprit celles et ceux qui l'utilisent dans les territoires et dans l'innovation publique le font. On peut avoir parfois l'impression elle simplifie quelque chose d'assez complexe, qu'elle fait passer aussi quelque chose dans lequel il n'y aurait pas de récit, et donc il faudrait le mettre en récit. Et en fait, on voit bien que nous vivons dans un monde de récits, les récits qu'on se raconte, nos récits biographiques, les récits avec lesquels on s'est constitué, puis la multitude, la surmultitude de récits qui se proposent en permanence de la part de l'ensemble des acteurs. Et donc, euh, il y a bien un travail sur le récit qui est tout à fait pertinent, et il est probablement assez exact de dire que des transformations systémiques de l'ordre des transformations écologiques qu'on sait nécessaires passent par une forme de transformation des imaginaires. En revanche, il y a peut-être deux grandes questions. La première, c'est que c'est pas toujours évident de savoir dans quel ordre ça se passe. Euh, donc, est-ce que l'imaginaire précède l'action ou l'action précède l'imaginaire? Et en fait, j'ai envie de répondre les deux, ce qui vous aidera pas beaucoup, mais voilà, pour être un Parisien, l'imaginaire des pistes cyclables est né avec quelque part les pistes cyclables. C'est-à-dire que l'hypothèse que Paris serait une ville cyclable était, il y a 20 ans, de l'ordre vraiment de l'imaginaire, mais au sens où on dit c'est un fantasme. Paris était une ville dense, faite pour la voiture, comme voitures, comme les villes normales, et sa modernisation était son automobilisation. Euh, Aujourd'hui, quelque chose d'autre s'est passé, mais c'est né de la pratique. Dans d'autres cas, ça se passe dans l'autre sens. Et puis la deuxième chose, on va le voir, c'est que ça peut produire des effets imprévus, soit sur le moment, soit plus tard. Alors là, je vous donne un exemple plutôt réussi du point de vue des acteurs du diaporama Futurama, du diorama, pardon, Futurama, qui était une immense maquette
commandé par General Motors à un grand designer américain, Norman Bel Geddes, euh, pour l'Expo universelle de New York en 1939, et où il s'agissait quelque part de passer du développement de l'automobile et de l'industrie automobile, qui était déjà bien engagée, à la civilisation automobile. Et de montrer que l'organisation du territoire autour de l'automobile était la voie du futur désirable. Et ça a marché d'une certaine manière, le territoire américain, mais beaucoup d'autres territoires, dont en partie, à moindre titre quand même, le territoire français, s'est structuré autour de la circulation automobile, c'est complètement refait autour de la circulation automobile, sachant qu'évidemment, cette utopie, et c'était vraiment vendu comme ça, donc on amenait les gens pour visiter ça et désirer ce futur efficace, fluide, évidemment. Vous voyez bien que sur cette route, il y a une chose qu'il n'y a pas, c'est l'embouteillage, par exemple. Euh, et donc, rendre ça désirable, évidemment, ce serait probablement plus difficile à présenter aujourd'hui étant un futur désirable, mais ça a marché. Donc, ça peut arriver que ça marche, mais pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Euh, Je vous ai déjà parlé de ce que la philosophie, et en particulier Cornelius Castoriadis, raconte comme étant la coproduction des institutions et de l'imaginaire. Et les deux autres exemples, et je ne vais pas vous lire tout le texte ici, mais les deux autres exemples dont il sera probablement question quand vous rencontrerez aussi la Fabrique des Transitions, mais, sont intéressants parce que, ils viennent d'acteurs qui interviennent sur le territoire depuis longtemps. Tout à gauche, là, c'est une interview de l'ancien maire de Los Angeles dans le Nord, Jean-François Caron, qui raconte comment, en fait, après une bonne décennie d'actions impliquant les habitants et les habitantes de cette commune très populaire autour d'une transformation écologique assez profonde, écologique et sociale assez profonde, il a ressenti le besoin de passer à ce qu'il a appelé lui-même une mise en récit. Euh, mais cette mise en récit-là est intervenue donc très longtemps après le démarrage de l'action. Euh, et Rob Hopkins, qui est l'initiateur, ou en tout cas la figure de proue du mouvement des villes en transition, c'est pareil, commence dans une action dans sa ville de Totnes au Royaume-Uni, euh, fait école quelque part et fait éclore des dizaines de villes en transition dans un mouvement qui est aujourd'hui international, et bien 15 ans plus tard, ressent le besoin d'écrire ce livre qui a été traduit comme ça, Et si on libérait notre imaginaire pour créer le futur que nous voulons. Donc voilà, qu'est-ce qui précède, qu'est-ce qui suit, comment est-ce que ça s'accompagne? C'est pas nécessairement. Ben voilà, on trouve tout type de configuration. Euh, et en tout cas, l'idée qu'on entend souvent, notamment de la part des vendeurs d'imaginaire, qui est que si on ne change pas d'abord d'imaginaire, rien ne se passera, est probablement une idée fausse. On a besoin des deux, on a besoin de faire interagir les deux. Si on parle que d'imaginaire qui ne se change rien, ce qui est déjà arrivé quand même dans l'expérience des citoyens et des citoyennes récemment, euh, eh bien, ce n'est pas non plus une situation tout à fait idéale. Et puis pour terminer, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Je vous prends là encore juste un exemple de la fiction. Minority Report, que vous aviez sans doute vu, ou entendu, en tout cas dont vous avez entendu parler, le film de science-fiction de Steven Spielberg, d'après un roman de Philippe Cadic, et qui raconte comment des espèces de mutants qu'on appelle les précogs sont capables de prédire à l'avance des crimes et des délits. Et donc, une police préventive s'est créée qui, dès qu'il y a alerte de la part des précogs, va aller arrêter les personnes avant qu'elles ne commettent le crime et les condamner, hein, quand même. Euh, et donc, je rentre pas dans le détail, mais ce film est vraiment une dystopie. Euh, c'est une dystopie évidemment sur le libre arbitre, sur des formes d'autoritarisme, sur tous les détournements, sur le fait qu'évidemment ça fonctionne jamais, tout à fait comme il faudrait. C'est vraiment, au fond, un film très sombre, mais dans ce film, il y a ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une magnifique interface graphique qui en fait a inspiré
et tout le monde s'est focalisé là-dessus, qui a inspiré les smartphones qu'on connaît, avec le glisser-déplacer, avec le swipe, avec toutes ces choses-là. Euh, et donc, voilà, on raconte cette horrible dystopie, et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est beau, il faut que je fasse ça. Et donc, on retient cet aspect formel, comme s'il pouvait quelque part dissocier de son fondement. Et ça va même plus loin, puisqu'il y a en fait au moins deux entreprises dont j'ai connaissance qui ont nommé leurs produits, notamment un produit de police prédictive fondé sur l'intelligence artificielle, Précog. Et qui donc, eux, ont trouvé que même tout le reste de l'histoire, c'était vraiment trop bien. Euh, et donc, voilà, le sens qu'on donne aussi aux imaginaires, en fait, ou aux récits, il faut toujours qu'on ait en tête, et je pense qu'en politique ou dans l'action publique, vous en êtes conscient et consciente, que, il est émis par des gens qui ont une intention, mais il est reçu. Et il est reçu par des publics qui ont des idées différentes, des imaginaires différentes, qui ont quand même aussi vraiment appris à décoder les récits à leur manière et à les prendre quand même avec des pincettes. Et donc, c'est pas parce qu'on a un récit magnifiquement fait, magnifiquement structuré que ça va produire les effets voulus. Donc voilà un peu pour les Bon. alertes, avant qu'on passe peut-être voilà, quelques indications sur comment on peut s'y prendre, ou certaines manières de s'y prendre en tout cas. Donc, Daniel, c'est vraiment ta pratique quotidienne, hein, le récit ou et l'imaginaire, mais tu sembles appeler à une certaine prudence sur la mise en récit. Quelle est ta réponse? Alors, c'est vrai que ça pourrait être paradoxal, puisque c'est quelque part ce qu'on fait toujours, sauf que ce que nous faisons nous, et qui ne résume pas tout ce qui peut ou doit être fait, mais ce que nous faisons nous, c'est moins de la mise en récit au sens où quelqu'un mettrait en récit pour un public, euh, que de la coproduction de récits par et avec les personnes qui sont concernées. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Euh, mais globalement, ce que je voulais dire ici, c'est que c'est donc pas un outil magique pour toutes les raisons que je viens de citer, mais c'est surtout un chapeau commode, donc c'est pas un problème en soi, sous lequel s'abritent des formes d'intervention très différentes, qui sont pas forcément faciles à mettre ensemble. Donc il faut savoir ce qu'on cherche. Alors vous entendrez, donc je ne vais pas le décrire, je crois, dans la suite des webinaires, euh, la Fabrique des transitions, qui a vraiment travaillé sur cette mise en récit, beaucoup à partir quelque part de la matrice de Jean-François Caron, Julien Perdréja, qui travaillait avec lui à cette époque-là. Euh, donc, c'est très bien, c'est structuré, c'est fondé sur des expériences de territoire. Pour moi, ça reste un petit peu un travail un peu proche de la communication, mais je pense qu'ils seront plus l'indiquer plus justement que ça, parce qu'ils y ont beaucoup réfléchi. Euh, Moi, je vais vous proposer au fond trois dimensions qui sont des dimensions proches de celles sur lesquelles nous travaillons et qui à nouveau appellent à des interventions assez profondément différentes. La première, c'est l'usage du récit tout simplement pour changer de regard sur le réel, c'est-à-dire sur le présent. Et pour comprendre que le présent, il est ce qu'il est, non pas parce que il devait l'être, mais parce que voilà, il s'est structuré par le fait de l'histoire, des représentations, etc., mais qu'on pourrait le regarder de manière différente. C'est par exemple ce qu'on fait quand on fait ce qu'on appelle des uchronies, quand on essaie d'imaginer une histoire différente. Il y a plusieurs romans qui imaginent évidemment que les Alliés n'ont pas gagné la Seconde Guerre mondiale, et donc qu'est-ce qui se serait passé? Mais on en a d'autres autour de l'histoire des colonisations, autour de l'histoire de la découverte, entre guillemets, de l'Amérique, qui donc n'a été découverte que parce que des gens venus d'un certain pays ne la connaissaient pas, mais elle était habitée. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si ça s'était fait autrement? Et donc, qu'est-ce que ça peut nous amener à imaginer d'autres ou à comprendre d'autres si on change comme ça de regard? Et ça peut nous amener notamment à penser que si l'histoire aurait pu tourner de manière aussi différente, à ce moment-là, on pourrait aussi imaginer des futurs différents, sans considérer que la réalité que l'on vit est quelque chose de complètement immuable. Euh, Autre exemple dont vous avez cette photo, je ne sais pas si vous la voyez bien sur vos écrans, euh, euh, se servir des récits ou de la fiction pour
incarner l'autre. Ici, c'est quelqu'un qui s'appelle Boris Nordman, qui a beaucoup travaillé sur des territoires, et notamment avec des agriculteurs, sur le retour du loup dans les campagnes. Et avec donc des néo-ruraux favorables au loup, des éleveurs de moutons pas spécialement favorables, euh, d'autres qui savent pas trop, et où en fait sa proposition c'était d'inviter, et c'était pas forcément facile à vivre, mais il y est ou à vendre, mais il y est parvenu, d'inviter les acteurs à devenir, y compris loups, chiens patous, moutons, éleveurs, etc. Donc à se mettre vraiment dans la peau de l'autre. Là, il est loup. Alors lui, c'est son métier, hein. Il incarne et il aide les gens à incarner des animaux. Euh, Ce sont en fait des méthodes incroyablement puissantes pour recréer du dialogue. Ça ne veut pas dire que les gens tombent magiquement d'accord, ça veut dire que les gens comprennent mieux ce qui est en jeu, comprennent mieux d'où vient l'autre. On a pu le faire d'autres manières avec du théâtre autour des pesticides, par exemple, avec des agriculteurs et d'autres pour et contre. Et arrive à quelque part rentrer dans d'autres formes de dialogue. C'est ce qu'on trouve donc dans la mise en fiction de controverse ou sur des sujets sur lesquels on a des camps qui sont très clairement délimités et en opposition violente. On essaye de les remettre en dialogue par l'usage de récits qu'ils coproduisent. Donc ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des manières des manières de jeu. Donc simplement déjà se dire le réel, c'est pas un truc objectif qui a toujours été et qui sera toujours. C'est une construction. Elle dépend aussi de représentation. Deux personnes peuvent voir la même situation et vivre la même situation et la décrire de manière complètement différente. C'est normal, c'est la diversité. On a peut-être un peu désappris à le vivre et peut-être qu'on a aussi, comme le disait Edith, besoin pas seulement de la raison pour argumenter et changer d'argument, mais d'être mieux capable de comprendre ce que ressent l'autre. Ce qui n'est pas toujours évident quand il s'agit d'essayer de savoir ce que ressent un loup ou un mouton ou un chien, mais il y a peut-être des moyens. Euh, la deuxième approche, qui n'est pas tout à fait la même, c'est de faire l'expérience de se projeter soi-même, collectivement ou individuellement, dans des futurs différents. Je vous donnerai quelques exemples, mais c'est ce que nous faisons beaucoup autour de ce qu'on appelle la prospective créative, où on invite des groupes de personnes concernées par le sujet, des habitants ou des habitantes, des professionnels dans des entreprises ou d'autres, euh, à raconter des fictions euh, dans la mesure du possible, à se projeter elle-même à un moment ou à un autre dans ces fictions. Pas forcément dès le début, mais à se projeter elle-même, donc à s'imaginer comme des acteurs et des actrices vivant ça, vivant dans ce futur ou agissant pour que ce futur advienne ou n'advienne pas. Euh, et là encore, l'idée, c'est de se dire et là, en se projetant un peu plus, dans le premier, c'est vraiment déjà de débloquer quelque chose en disant c'est possible de voir les choses autrement. Ici, se dire quelque part, est-ce qu'ensemble, on pourrait essayer d'imaginer comment elle pourrait être autrement? euh, Est-ce qu'on peut utiliser à ce moment-là le récit comme un dispositif, non pas de communication pour faire passer des messages ou des idées ou des connaissances ou des émotions dont on a déjà connaissance et on voudrait juste les transmettre, mais comme un dispositif d'exploration. Comment on peut aller dans cet inconnu qui s'appelle le futur et essayer d'imaginer des configurations différentes. Euh, et puis le troisième, qui est d'une nature différente et qui parfois s'agence au précédent, qui est d'arriver à relier un travail imaginaire aux conditions de changement réel. Dans les deux précédents, on n'est pas nécessairement concret, réalisable, faisable. On fait déjà le premier pas qui est à nouveau d'imaginer que les choses pourraient être différentes, commencer à se raconter comment elles pourraient l'être. On ne se demande pas à ce stade si c'est faisable, même, je vous le dirai tout à l'heure, enfin, je le préciserai tout à l'heure, on ne se demande même pas si c'est souhaitable. Euh, Dans le dernier, par contre, c'est des moments où peut-être à partir de cette fiction, on peut essayer de se dire, mais comment ça nous aide à imaginer des choses qu'on pourrait faire maintenant. Et il y a plusieurs manières de le faire. Parfois, on a pu faire ce qu'on appelle du backcasting, c'est-à-dire on a imaginé un futur complètement imaginaire. Maintenant, on va se raconter ce qui nous relierait à ce futur imaginaire, même s'il est complètement farfelu. Et en fait, quand on va raconter le chemin, énormément de choses se mettent en place qui sont, elles, très intéressantes. Et évidemment, plus on est proche du présent, plus
on a des choses qu'on peut imaginer d'appliquer. C'est à nouveau là où on va aussi inviter les gens à se projeter de manière personnelle. On va pouvoir peut-être passer de formes très fictionnelles, très narratives ou très spontanées, gestuelles et autres, à des formes dans lesquelles des formes de design fiction, donc d'imaginer des dispositifs et des objets qu'on pourrait maqueter autour desquels on pourrait imaginer des usages se développer. Donc voilà, il y a des manières de redescendre un petit peu vers du territoire ou vers le concret à partir d'un travail de récit, de fiction, d'un travail sur les imaginaires, plus ou moins normatifs. Donc voilà, déconstruire, changer de regard, imaginer, explorer, et relier ensuite éventuellement des formes complètement imaginaires. Ça peut être aussi d'ailleurs de partir de récits de science-fiction ou d'autres récits spéculatifs existants et se dire, ah ben si on imaginait un futur à la Minority Report, c'est quoi, comment on relie le présent à ce futur et peut-être comment on évite qu'il n'advienne, par exemple. Voilà un peu, en tout cas, ce que sont, nous, nos trois dimensions de futur qui sont toujours à ce moment-là coproduits avec les parties prenantes. Daniel, tu voulais présenter quelques exemples de mise en application de cette mise en récit ou de l'utilisation d'imaginaire dans des opérations très concrètes. Mhm. Euh, oui, je voudrais en prendre deux. L'un qui est terminé, donc vous pouvez accéder au contenu, l'autre qui ne l'est pas encore, mais vous pourrez accéder au contenu. Le premier s'appelle L'entreprise qui vient. C'est un travail qu'on a mené avec également Ingrid Kordelman, euh, euh, dans lequel on s'est posé la question, en fait, voilà, ça ressemblerait à quoi des entreprises dans un truc flou et délibérément flou qu'on avait appelé le nouveau régime climatique. Comment est-ce, en constatant une chose assez étonnante, qui est qu'en tout cas, dans la prospective, dans le travail sur le futur, il n'y a pas de prospective sur le futur des entreprises, ça n'existe pas. Il y a de la prospective dans les entreprises et de la prospective sur le futur du travail, mais ce n'est pas la même chose. Donc ça nous semblait manquer et il nous semblait quand même que c'était difficile d'imaginer que les entreprises telles qu'on les connaissait allaient rester exactement les mêmes dans un monde marqué par le changement climatique et éventuellement par des mesures qui viseraient à le combattre, mais même si on ne faisait que le subir. Et donc, on a réussi sur un peu plus de 2 ans à réunir pas mal de participants, de pas mal d'organisations, entreprises, mais aussi syndicats, écoles de gestion et autres, avec l'aide de 5 écrivains et écrivaines de science-fiction, dont la fonction, et j'insiste sur ce point, n'était pas de prendre de la matière de la part des participants pour écrire leur truc, mais d'aider les participants et les participantes à écrire elles-mêmes, à inventer eux-mêmes et elles-mêmes. euh, des entreprises fictionnelles de 2050. Ils en ont imaginé 12, à partir desquelles on a travaillé le contenu pour arriver à ce qu'on appelle des archétypes d'entreprises du futur. Donc, si je vous prends, je vais juste vous prendre un exemple de chaque, hein, mais pour les entreprises, je peux vous prendre une entreprise qui s'appelait Max. Dans ce futur-là, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait sec, etc., les machines ne marchent plus très bien parce qu'elles vont manquer d'électricité ou d'énergie, parce que parfois il fait tout simplement trop chaud pour qu'elles continuent de fonctionner, parce qu'il manque d'eau, parce que les chaînes d'approvisionnement mondiales dont elles dépendent pour les données ou pour les pièces de rechange sont endommagées. Et donc, voilà, en gros, on ne peut plus trop se fier aux machines et donc petit à petit, on fait le contraire de ce qui s'est passé depuis à peu près 200 ans. On commence, au lieu de substituer du capital au travail, à substituer du travail humain au capital machine. Euh, Sauf que ce sont des humains augmentés. Et donc, qu'en fait, en fonction des besoins, si vous voulez une augmentation, que ceci ou cela, bah, en fait, elle va vous être facturée ou pas facturée en fonction de si vous êtes capable de prendre derrière des missions sur lesquelles, vis-à-vis desquelles il y a de la demande. Donc, c'est une entreprise qui, à la fois, fait quelque chose de vertueux, qui, quelque part, redonner un rôle aux humains et qui, évidemment, le fait avec un esprit un peu trouble. Euh, et, euh, euh, et c'est intéressant parce que c'est une entreprise qui a été imaginée par des créateurs d'entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire qui eux-mêmes étaient troublés par
l'éthique un peu problématique de l'entreprise qu'ils avaient imaginée, alors qu'au départ, ils étaient partis tout feu, tout flamme, et qui ont décidé de le laisser en disant, bah, ça nous pose des questions intéressantes. Euh, pour les archétypes, qui ont en plus tous été illustrés par des étudiants et étudiantes de la Aide de Genève, donc il y a plusieurs couches quelque part d'imaginaire où les gens prennent les histoires, les réinterprètent. Donc nous, sur les archétypes, les graphistes, vous voyez que celle du milieu, je pense que la graphiste adorait pas l'entreprise à partir de laquelle ça a été imaginé, ne la trouvait pas spécialement désirable, mais on l'a pris tel que. Ce qui nous intéressait, c'était justement comment d'autres personnes habitent aussi ces créations, parce que le but, c'est que justement les gens qui les reçoivent dans les entreprises, dans les syndicats ou ailleurs, puissent pas juste les recevoir en disant, ah, qu'est-ce que c'est bien, mais puissent se dire, comment je peux m'en servir pour essayer moi-même d'imaginer la manière dont les entreprises que je connais ou avec lesquelles je travaille ou dans lesquelles je travaille euh, fonctionnent. Et donc, là encore, sur ces 10 entreprises, je peux vous en prendre une qui s'appelle la Guilde. Et la Guilde, en fait, c'est une entreprise qui prend acte du fait que, comme les gens ne font que passer dans les entreprises, en fait, une entreprise n'a plus aucun intérêt, ni moyen d'ailleurs, de s'occuper dans le long terme du devenir professionnel d'une personne, donc de la former, de s'intéresser à sa carrière, etc. Et donc, en fait, petit à petit, le marché du travail se sépare entre des entreprises qui s'occupent des gens et des entreprises qui s'occupent de la production. Donc la guilde s'occupe des gens, donc on est employé à vie de la guilde, plutôt sur des bases territoriales ou professionnelles, et ensuite on est presté quelque part à des entreprises qui ont des besoins. Et c'est à la fois plutôt intéressant pour les personnes parce qu'elles peuvent recommencer à se projeter dans la durée, et problématique parce qu'on est un peu enfermé dans cette guilde. Je ne rentre pas dans le détail, simplement vous dire que voilà, ces objets-là, comme vous voyez, ils sont ni, c'est pas des modèles, ils sont pas spécialement désirables, ou en tout cas, ils ont tous des éléments qui sont intéressants, des éléments qui sont problématiques, parce qu'ils ont été pensés justement comme, non pas comme des modèles à appliquer, mais comme des supports pour que des groupes concernés par quelque chose puissent faire leur propre travail de projection, faire leur mélange. Donc, on a essayé d'imaginer, tout ça est en open source, d'imaginer aussi des ateliers dans lesquels, par exemple, une entreprise ou un collectif d'entreprises, un écosystème local pourrait s'appuyer sur certains de ces archétypes pour essayer d'imaginer ses propres itinéraires de transformation face aux questions écologiques. Et le deuxième exemple, donc, qui est en cours, c'est un travail qui s'appelle Citadins, Citadines 2050. Et dans lequel, en fait, on est parti d'un constat souvent partagé, à partir de travaux de territoire qui avaient presque tous, en tout cas, déjà travaillé sur la question de l'adaptation au changement climatique, qui était notre sujet, l'adaptation, euh, et souvent déjà en utilisant des formes artistiques, fictionnelles ou autres, ou créatives en tout cas, de manière intéressante. S'agissant de Paris, donc ils viennent de terminer une démarche assez passionnante qui s'appelle Vers Paris 2050, en amont de la présentation d'un plan résilience. La Seine-Saint-Denis avait, juste avant le Covid, fait tout un travail sur la Seine-Saint-Denis en 2030. Marseille a une assemblée du futur récente avec la nouvelle municipalité. Euh, et qui avaient tous un peu le même problème. C'est super intéressant, c'est super pertinent, mais c'est un peu toujours les mêmes qu'on entend, qui participent, qui même repèrent ce type d'objets, peuvent trouver le temps ou se sentent légitimes pour venir participer. Euh, et où donc on a souhaité mener une démarche en direction de deux publics qui souvent ne sont pas là. D'une part des personnes en situation de précarité, et d'autre part, plus ou moins grandes, et d'autre part, des agents de terrain. On avait dit au départ catégorie C, puis on nous avait dit non, c'est plus compliqué que ça. Enfin, des agents qui sont vraiment sur le terrain et qui, en particulier, ont probablement souvent comme caractéristique de vivre déjà dans leur activité les premiers effets du changement climatique, d'avoir commencé à s'adapter de manière consciente ou inconsciente. Euh, et là encore, on a travaillé de la même manière avec des artistes associés, pas seulement sur l'écrit. On a utilisé l'écrit. Donc certains groupes ont écrit, tout simplement. Euh, et en fait, même la barrière de l'écrit, de la langue, etc., n'existait pas spécialement. D'autres ont fait du théâtre, d'autres ont travaillé avec des plasticiennes à Marseille, travaillé avec une photographe et une sculptrice, mais toujours
avec une fonction qui était d'aider les groupes à créer et à dire ce qu'ils avaient à dire, plutôt que d'arriver comme l'artiste qui va prendre du matériau et faire une œuvre impressionnante. Euh, Ce qu'il y a donc là, vous avez quelques exemples à Marseille. Donc, on a créé à la fois une série de panneaux qui symbolisent la ville face à ce changement climatique, et puis on a créé un banquet dans lequel on a imaginé à la fois ce qu'on allait manger, d'où ça venait, comment c'était cuisiné, qui mangeait avec qui, quels étaient, quel art de la table quelque part se mettait en place. À Paris, avec un collectif de théâtre euh, se sont jouées des pièces assez sombres, il faut bien le dire, parce que ce sont des jeunes qui viennent aussi de milieux très populaires, sur le futur climatique, un futur climatique assez injuste en l'occurrence. Euh, je voulais vous partager ça parce qu'en fait, on avait fait autour, notamment dans les deux projets, mais je vais peut-être un peu zoomer sur Citadin, Citadine, on avait fait un certain nombre d'hypothèses qui se sont avérées à peu près justes. Euh, la première, c'est que sur ces questions-là, les gens, en fait, en savent plus qu'on ne pense. Et on commençait sur le changement climatique par demander, on commençait par un certain nombre d'exercices sur la relation au futur, etc. Toujours sorti des choses très intéressantes, y compris le fait que c'est pas parce qu'on est dans une situation difficile qu'on a forcément une relation sombre au futur. Actuellement, celles et ceux qui expriment les relations les plus sombres au futur sont plutôt les jeunes. S'il y avait une césure qu'on a pu voir dans nos groupes, c'est que les jeunes ont plutôt aujourd'hui un regard assez inquiet sur le futur en général, un peu moins sur le leur, alors que les autres, pas plus que ça, et que c'est pas spécialement corrélé à une situation sociale. Euh, la deuxième, c'est qu'à nouveau, sur les questions de changement climatique, quand on demande aux gens de nous donner des exemples vécu du changement climatique, les gens ont des exemples à donner. Ces exemples sont effectivement, objectivement liés au changement climatique. Ils ont pas mal de connaissances et en fait, le travail qu'on avait à faire, c'était pas tellement un travail d'information, de sensibilisation, c'était éventuellement un travail de connexion entre des informations qui étaient éparses. Et ça tombe bien parce que, évidemment, le travail artistique et de fiction est un excellent moyen de faire des connexions. Euh, donc, dans les étapes, et c'est aussi peut-être une manière assez différente de faire de la prospective, qui est aussi un des domaines dont je viens, donc le travail construit sur le futur. En fait, les étapes d'apport de connaissances sont très limitées. On va plutôt essayer de s'appuyer sur ce que les gens savent et éventuellement de les aider à compléter ce qu'ils et elles savent, plutôt que de leur dire, voilà tout ce qu'il faut savoir avant que vous puissiez réfléchir au futur, parce qu'en fait, ça leste, ça empêche d'imaginer. Et éventuellement, on aide les gens à se reconnecter à leurs imaginaires, soit en venant avec des histoires, soit en passant du temps, en remontant depuis le passé, en assumant que le passé est une écriture, donc depuis des légendes. Puis, on passe en écriture ou en création, quelle que soit la forme, et dans lequel donc la fiction sert à explorer. Et le point sur lequel je voudrais insister là-dessus, c'est que plus nous avons avancé, il nous est apparu évident qu'il fallait qu'on lève la contrainte qu'on trouve un peu partout, qui est faut raconter des histoires positives. Pour deux raisons. La première, c'est que quand on leur dit ça, les gens s'exécutent et ils nous racontent des histoires gnangnan. Des histoires dans lesquelles tout se passe hyper bien, il n'y a pas de conflit d'objectifs, les gens sont toujours d'accord sur tout, du coup, on ne fait pas de choix, du coup, on ne sacrifie rien, du coup, c'est facile et du coup, on n'y croit même pas nous-mêmes en l'écrivant. Donc, en fait, ce sont des histoires qui font se sentir bien, mais qui n'aident pas à imaginer, notamment à imaginer que comme le présent, le futur sera un lieu dans lequel on aura des contradictions à résoudre et des tensions à gérer et que ça fait partie du normal. La deuxième raison, c'est que quand on n'oblige pas ça, les gens ne racontent pas des histoires abominables ou en général pas. Il raconte des histoires dans lesquelles, dans un monde globalement plus difficile que le présent, ce qui n'est pas complètement une hypothèse absurde, des groupes arrivent à ouvrir des espaces de possibilités et trouvent du sens en ouvrant ces espaces de possibilités et en essayant d'y accueillir d'autres personnes. Et le dernier point sur lequel j'insiste, c'est que en revanche, pour pouvoir justement petit à petit réatterrir, il y a dans les approches qu'on a toujours un travail où, après le travail de création,
on invite les groupes à regarder ce qu'ils ont fait euh, et à en relever eux-mêmes les idées communes, les idées fortes, les choses qui manquent, les choses sur lesquelles ils ont été trop timides, et petit à petit à se dire, mais qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça ouvre? Quelles sont les intuitions que ça me donne? Ça ne va pas plus loin, ça ne donnera jamais des plans d'action. En revanche, il nous a semblé que les personnes, et c'est ce qu'elles nous disent, en ressortent avec des envies d'agir, en ressortent avec un certain nombre de compétences et de connaissances pas forcément qu'ils ont acquis à partir de rien, mais au moins sur lesquels ils ont retrouvé confiance. Parce qu'en général, quand même, pour devenir un bon professionnel, on oublie une bonne partie de ses capacités créatives et imaginatives. Euh, et voilà, on ressorte avec quelque chose qui n'est pas seulement un travail où on s'est amusé à faire de la fiction, mais où on a bien relié le fait que la fiction, le récit, l'imaginaire, c'est quelque chose qui a en fait un lien assez fort avec la réalité et la possibilité de la changer. Merci Daniel pour ce partage d'expérience et ce travail de réflexion. Peut-être avant de prendre les questions, on a bien compris que tu ne demandais pas aux participants à ces ateliers de produire forcément un futur désirable, mais tu as peut-être quand même une définition bien à toi de ce que c'est qu'un futur désirable. Oui, parce que c'est une interaction que j'ai eue souvent sur cette question-là, et à nouveau, l'injonction à écrire des futurs désirables, elle est très très présente. Et j'insiste sur le fait que je pense qu'elle est assez problématique. Alors, sauf si effectivement on se sert de cette définition qui vient de quelqu'un de très bien, à savoir moi, euh, qui dit, voilà, dans un futur désirable, on continue de s'interroger, voire de s'engueuler sur ce que serait un futur désirable. Euh, Ça veut dire que justement, le futur désirable n'est pas quelque chose qu'on saurait décrire une bonne fois pour toutes. Il y a aussi cette idée problématique quand même. On sait bien quand même qu'on est dans des pays dans lesquels on n'est pas spécialement d'accord. En plus, en France, c'est même une de nos caractéristiques. Donc l'idée que d'un coup, on pourrait dire désirable et que tout le monde dirait, bah oui, un futur désirable, mais comme ci, comme ça, bah non, il y a pas la moindre raison que ce soit le cas, sauf effectivement le fait que ça reste un futur, on va dire, démocratique, c'est-à-dire sur lequel on peut être en désaccord et dans lequel c'est normal d'être en désaccord. Très bien, très belle mise en abîme. Je propose, si tu en as terminé, Daniel, avec ta présentation, peut-être d'arrêter le partage et de prendre alors la première question qui n'est pas une question, mais un avis qui dit, il est à mon avis difficile de se projeter sur un récit puisqu'on ne le décide pas. Est-ce que tu as une réponse? C'est pas vraiment une question, mais est-ce que tu as un commentaire à faire sur ce commentaire? Non, non, mais alors, je ne sais pas évidemment quelle est l'intention. Je pense ça peut dire deux choses, cette expression-là, et qui sont toutes les deux assez justes, mais pas tout à fait les mêmes. La première, c'est justement euh, un des problèmes souvent de la mise en récit, c'est que, à nouveau, je le dis comme une alerte et non pas comme le fait que comme une accusation, parce que c'est vraisemblablement pas votre intention. euh, c'est que le récit, il viendrait d'ailleurs et en fait, il viendrait de quelque part et s'adresserait à un public qui serait là, qui serait chargé de convaincre, de mobiliser, de faire bouger enfin, et de préférence dans la bonne direction. Euh, et donc, effectivement, ça veut dire que là, le récit, on n'en est en tout cas pas co-auteur, on en est des récipiendaires. Et ça marche pas trop. Je pense que à nouveau, si aujourd'hui les messages venus d'en haut sur le désirable et sur ce qu'il faut faire, ça fonctionnait bien, on l'aurait remarqué dans les territoires. Donc quelque chose ne suffit pas. Il y a peut-être une deuxième chose. Alors je vois la remarque, c'est ce à quoi je pensais. Donc ça c'est clair pour moi que c'est un des points importants. C'est-à-dire que cette mise en récit, il faut qu'elle associe les personnes concernées. Euh, Ça a une conséquence, c'est qu'il n'y a aucune raison que les gens convergent. C'est que c'est une mise en récit au pluriel. Il faut l'accepter. Si les gens produisent des choses, ils vont produire plusieurs histoires, plusieurs récits. Ils vont pas forcément être d'accord, ou qui vont contenir leur part de contradiction et de difficulté. Et c'est bien comme ça. Et c'est peut-être du coup à penser, même dans le protocole, dans le dispositif, c'est de dire bah, comment ces récits différents, divergents, soit arrivent à cohabiter, parce qu'après tout, aujourd'hui, on a des gens qui vivent des réalités différentes dans un même monde, dans le présent, donc pourquoi pas dans le futur, ou bien comment ils débattent, comment est-ce que justement
on se sert de ces récits de futurs différents pour débattre. Et après tout, la politique, normalement, c'est ça que ça devrait faire. Ça devrait débattre au nom de différents futurs. Alors, il pourrait y avoir une deuxième chose, qui est la question classique de la prospective, qui est que de toute façon, un récit du futur, et après tout, un scénario d'une action de prospective, c'est aussi un récit, hein, il est faux. On ne sait pas ce que sera le futur. Le simple fait de travailler sur le futur commence déjà évidemment à le changer en soi. Euh, donc, c'est pas parce qu'on a fait un récit qu'on a décrit le futur. On a décrit une ou des images du futur qui viennent d'un certain groupe à un certain moment, dans un certain présent, dans certaines conditions. Ça a plein d'avantages, mais ça n'en a pas. Il y en a un que ça n'a pas, c'est de prédire ce qui va se passer. Il y a une question du PNR, du Marais, Cotentin et Bessin, qui a posé la question au moment, je pense, de la mobilisation des participants aux ateliers, là, au moment des exemples. C'est comment avez-vous réussi à les mobiliser? Je pense aux personnes en situation de Hmm. précarité, notamment. Il y a dans un exemple un peu technique, enfin Oui, une oui, question oui, un peu technique, c'est comment on mobilise les gens qui habituellement ne participent pas à ces travaux de prospective. Alors, évidemment, on n'a pas complètement trouvé la formule magique, mais on a trouvé quand même un certain nombre de choses et compris un certain nombre de difficultés. Donc, je peux partager ces deux choses-là. La première, c'est on l'a fait par l'intermédiaire de groupes, de lieux, d'associations, etc., qui avaient déjà constitué une relation de confiance avec les publics en question. L'hypothèse que nous, on allait débarquer dans les quartiers de Noailles et Belzins à Marseille en disant venez, on va faire des ateliers sûrs, c'était évidemment pas possible. Aucune raison que les gens nous écoutent, qu'ils nous fassent la moindre confiance. Et donc, ça commençait par ça, et donc par trouver des groupes que ça intéressait de mener à bien quelque chose comme ça, qu'il y avait une relation suffisamment forte avec une certaine communauté de personnes, selon qui c'était. Donc à Noisy-le-Sec, c'était une antenne solidaire, une épicerie solidaire antenne du centre d'action sociale. À Marseille, c'est une nouvelle régie de quartier pour les quartiers très populaires du centre de Marseille, Noailles et Belzins. À Paris, c'est une association qui s'appelle Plus Loin, qui travaille avec des jeunes sur du théâtre, qui a réussi à constituer vraiment une communauté de jeunes dont un certain nombre sont maintenant en voie de professionnalisation, mais pas tous et toutes. Euh, et donc, c'est à partir d'eux et d'elles qu'on a réussi à travailler. La deuxième chose à savoir là-dessus, c'est que euh, ce que n'importe qui aurait pu nous dire, mais nous, on ne le savait pas à ce moment-là, c'est qu'une personne en situation de précarité a un emploi du temps très compliqué et très contraint. Ce pas des gens qui n'ont rien à faire, au contraire, c'est des gens qui ont des contraintes temporelles tout le temps. Et donc, le fait de faire revenir les personnes sur une série de 4 ateliers, et c'est avéré difficile, on a fini par y parvenir à peu près, mais il faut vraiment travailler assez bien ça parce que voilà, la personne a un problème de papier, a sa convocation à tel endroit, a une opportunité de boulot, a une difficulté avec ses enfants ou ses parents, a un cours de français langue étrangère. Et en général, les horaires leur sont pas négociables. Euh, et donc voilà, il fallait qu'on gère ces choses-là, ou tout simplement autre chose à faire, ou oublier ce qui arrive à tout le monde. Donc c'est voilà, mais on y est arrivé, mais vraiment le point de départ c'est ça, c'est travailler avec des gens qui ont déjà une présence, une confiance et qui ont envie de le faire avec vous. Merci. Une autre question du conseil départemental de la Haute-Garonne. Que pensez-vous des expériences type Parlement de la Loire sur la mise en récit du rapport au vivant, entre parenthèses, Fleuve Loire, et Antoine, qui connaît bien ces sujets puisqu'il travaille aussi sur les questions de l'eau, a fait déjà un premier élément de réponse dans le chat qui dit que la démarche du Parlement de Loire est une fiction, une institution potentielle qui invite à se mettre à l'écoute de l'écosystème Loire et de ses alertes en tant qu'entité vivante. Cette démarche défend la personnalité juridique des éléments non humains comme légitimes pour transformer les processus décisionnels. Un avis là-dessus, Daniel? Alors, je trouve cette démarche absolument passionnante. Le bouquin qui en est sorti est passionnant et je trouve que ce que fait
en général, le pôle des arts urbains, qui était un peu derrière le polo, euh, est remarquable. C'est pas exactement la même chose. Je sais pas si je sais le mettre dans mise en récit, euh, au sens où si je repense à ce qu'a écrit donc l'écrivain juriste qui était un peu à la manœuvre, Camille de Toledo. euh, il y a bien une fiction, mais au sens où lui nous dit, en fait, on se sert du droit comme des fictions créateurs de réalité. Ce qui est vrai, hein, comme l'entreprise comme personne morale, ou des choses comme ça. C'est un exemple qu'il a utilisé lui-même. Euh, donc, est-ce que c'est du récit ou est-ce que c'est d'une autre nature? J'en sais rien. Euh, euh, en tout cas, c'est une démarche tel que je l'ai compris, en tout cas au démarrage. Maintenant, j'ai l'impression, je ne connais pas bien ce qui se fait, mais j'ai l'impression que c'est redescendu très fort sur le terrain. Mais au démarrage, il y avait quand même beaucoup de travail avec des experts, avec des intervenants et des intervenantes de très haut niveau, tout un travail qui n'était pas nécessairement ultra participatif, si j'ai bien compris, mais peut-être qu'on va me démentir, euh, qui a abouti donc notamment à cette proposition qui va un peu au-delà pour moi de la personnalité juridique du fleuve, qui lui donne une espèce de personnalité politique, ce qui est un peu différent de ce qu'on trouve dans les cas différents dans le monde dans lesquels on donne simplement cette personnalité juridique, et au fleuve et au bassin versant d'ailleurs. Euh, non, voilà, je trouve que c'est en tout cas comme dispositif quelque chose dans lequel effectivement il fallait en passer par espèce d'acte créateur, mais cette fois-ci juridique, et ensuite, quelque part, essayer de le faire exister au travers d'interventions de terrain. Donc je trouve que c'est aussi quelque chose de très intéressant. J'aurais pu le rajouter comme une autre dimension quelque part. Très bien. Si j'ai bien compris, le droit, c'est aussi un récit, non? Bah, en tout cas, Plus c'est ou un moins. exemple très intéressant de la connexion entre fiction, on va dire, et réalité. C'est-à-dire que énormément de choses dans le droit sont au départ des fictions au sens où on décide que quelque chose est une personne, par exemple, et à partir de là, on en tire des conséquences juridiques qui, elles, s'inscrivent dans le réel. Si une entreprise est une personne morale, elle peut être condamnée, elle peut aller en justice, elle peut ceci, elle peut cela, etc. Et du coup, on sépare l'entreprise des personnes qui en sont responsables. Mais en fait, ça a toute une série de conséquences qui sont tout à fait réelles à partir de quelque chose qu'on pose qui, en tout cas, je ne sais pas si on l'appelle fictionnel ou autre chose, mais qui a un côté arbitraire. En tout cas, on ne peut pas dire que objectivement, au départ, l'entreprise ou autre chose était une personne morale. On le décide pour obtenir un certain effet ensuite dans le réel pour en tirer des conséquences comme ça. Et ça, quelque part, par contre, dans la fiction, c'est souvent des choses qui se font et qu'on a essayé de chercher aussi, nous. C'est-à-dire qu'on vous posez un certain nombre d'hypothèses, voilà. Et si il faisait trop chaud et les machines ne marchaient plus, et vous amenez les créateurs et les créatrices à en tirer quelque part le fil complexe des conséquences. Ça peut nous amener jusqu'où? Y compris sur quelles contradictions, quelles difficultés, parce que, évidemment, ce qui a d'intéressant à réfléchir sur une situation, c'est aussi aux difficultés et aux arbitrages qu'il va falloir faire à cette occasion. Merci. Donc, nous avons un autre, plutôt un commentaire du Grèbe Bourgogne-Franche-Comté, qui nous dit qu'elle était obligée de nous quitter un peu avant la fin, mais qui fait un écho avec la Convention citoyenne pour le climat et la biodiversité, où on a tenté avec 30 citoyens tirés au sort d'imaginer de futurs robustes et désirables pour faire face au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité. Je pense que c'est juste un commentaire par rapport aux travaux qui ont été faits. Est-ce qu'un travail sur la déconstruction des récits est un préalable nécessaire à l'exercice de prospective? Euh, alors, pas nécessairement de manière explicite, y compris parce que dire aux gens, non, mais ce que tu penses, c'est que la réalité, en fait, c'est jamais qu'un récit. Si c'est juste comme ça, j'exagère évidemment, c'est pas ce que vous dites là, mais euh, c'est pas nécessairement acceptable. Ça peut être perçu comme étant une forme d'agression, puisque justement, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, euh, mais il y a des manières soft de le faire. C'est quand, justement, souvent au début de nos ateliers,
Quand on le peut, c'est pas toujours le cas, ça dépend des publics, des contextes, etc. Mais on demande aux gens de venir avec une référence artistique ou fictionnelle qui leur parle du sujet dont on va parler. Euh, donc les gens arrivent avec des choses qui peuvent être tout à fait surprenantes. Certaines qui sont connues des autres participants et participantes, d'autres non, euh, mais qui amènent, et le plus intéressant, c'est quand elles sont connues et que deux personnes disent, oh, mais moi, je ne veux pas lu du tout comme ça, tu m'amènes Mad Max, mais moi, pour moi, c'est pas ça, Mad Max. Et très bien. Bon, ben voilà, on commence à rentrer dans la complexité, la diversité de ça. Dans d'autres cas, on fait faire un petit jeu qui est un débat mouvant. Vous savez sans doute ce que c'est qu'un débat mouvant. Donc, les gens se déplacent dans la salle en fonction des réponses à deux questions très simples qu'on pose et qui sont tellement simples que, en fait, les gens sont obligés de demander des précisions et en le faisant, on avance. Euh, c'est une question sur leur sentiment vis-à-vis du futur. Est-ce qu'il sera meilleur ou moins bon que le présent? Et une question sur leur sentiment vis-à-vis de leur capacité d'action. Est-ce que ce que sera le futur dépend ou pas de leur action à eux. De ces différentes manières-là, les groupes arrivent en tout cas à réaliser à quel point déjà, on est nourri d'imaginaire, à quel point des personnes euh, peuvent se positionner de manière complètement différente vis-à-vis du futur ou de leur capacité d'action, tout en tenant des discours que chacun et chacune est capable de reconnaître. Et parfois, on peut se situer à des endroits différents de la salle en tenant le même discours, donc en tirant des conséquences différentes. Euh, et donc, quelque part, en faisant ça, on arrive à montrer qu'il n'y a déjà pas une seule réalité et que cette réalité est déjà nourrie de récits. Donc, on n'a pas besoin d'une déconstruction en dur, parce que cette déconstruction en dur, en fait, bah, elle est difficile, elle peut être pénible, hein. Quelque part, c'est l'exemple que je vous donnais de Naomi Klein tout à l'heure. Et donc, c'est plutôt en aidant les gens en fait, à réaliser voilà, le caractère relatif et puis à se mettre en mouvement ensemble. Que petit à petit, on s'aperçoit que et c'est plutôt à la fin, justement, où les gens disaient, mais j'ai toujours pensé que, alors que je m'aperçois que peut-être ça pourrait être différent. Bon, ben voilà. En fait, la déconstruction s'est faite comme ça. Alors, une question d'Edith Shumilov, qui a fait l'introduction de ce webinaire. Est-ce que le changement de regard, donc elle fait référence à la dimension 1, serait le début de l'histoire du récit? Y a-t-il une chronologie dans les trois dimensions? Alors, il y a peut-être deux. Oui, il y a deux questions en une. Oui, oui, enfin, Mm. pas nécessairement, en tout cas. On peut tout à fait faire des travaux de type uchronie ou se mettre à la place d'eux. À nouveau, dans le cas du glyphosate sur lequel on avait travaillé avec Télécom Paris-Tech ou dans le cas du loup, là, c'est pas nous, mais avec Boris Nordman, ça n'allait pas au-delà de ce moment-là. Il s'agissait déjà d'arriver à se mettre dans la peau de l'autre. Et là, en l'occurrence, avec Nordman, vraiment dans la peau de l'autre. Euh, et, et- et- et je connais un certain nombre d'autres personnes qui aussi, avec des démarches de ce type-là, ont juste pour objectif de remettre des groupes en dialogue dans des situations polarisées. Et c'est bien en soi. Et on passe déjà quelque part par quelque chose qui est de l'ordre du récit ou du questionnement. Pour reprendre d'ailleurs la question de la déconstruction, il n'y a pas plus déconstructeur que de devenir soi-même nous quand on a, en tant qu'agriculteur ou qu'agricultrice, construit quelque part une position très forte sur son refus. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément changer. Ça veut dire qu'on va à nouveau mieux comprendre le point de vue de l'autre, à la fois du pro-loup et pourquoi pas du loup, et peut-être comprendre, par exemple, une des choses, un des objectifs, c'est peut-être aussi d'imaginer d'autres manières que le fusil de gérer sa présence, en comprenant mieux son comportement. Euh, Ok. Ensuite, forcément, l'atterrissage a plutôt tendance à suivre l'une des deux démarches. Et encore, c'est pas complètement sûr. Parfois, on a essayé de travailler sur l'idée de dire comment on permet aux gens, en partant de récits existants, on l'a plutôt fait sur des récits de fiction, euh, ou de semi-fiction, ou non, sur des scénarios, même justement de futurs considérés comme désirables par tel ou tel groupe, qui ont des futurs déjà écrits, trouver des manières de permettre aux personnes de rentrer dedans.
plutôt que de les prendre comme des modèles bien fermés auxquels on n'a qu'à les dire oui, non, pas, se dire, bon, ben, ok, alors on imagine qu'on vit là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Imaginons, on a même fait avec une agence que certaines connaissaient qui s'appelle Vraiment Vraiment, on avait imaginé un petit jeu de cartes dans lequel, justement, dans ce futur, alors, imaginons une institution qui nous fait tout le temps rire. Je prends deux comme ça, parce que c'est des cartes qui existent. Euh, Qu'est-ce que c'est? Voilà, mais c'est dans ce futur. Et donc, en fait, c'est des petites manières de réouvrir, en fait, ces scénarios et ces histoires qui, parfois, nous arrivent un peu toutes prêtes, toutes cuites, et dont on ne sait pas trop quoi faire. Et de voir si on arrive à rentrer dedans, et petit à petit, pourquoi pas de les faire bouger. Donc, on peut les imaginer en séquence, mais c'est pas obligatoire. On peut tout à fait les imaginer séparément. Ok. Donc on a vu, c'est Antoine Antoine Verochovski qui nous pose une question ou qui fait un commentaire. On a vu l'influence des récits dominants comme l'American Way of Life à travers les médias. N'a-t-on pas plusieurs moyens de changer en local pour déminer les tensions et construire du vivre ensemble, et au niveau des médias pour montrer des possibles différents? N'est-il pas du rôle des collectivités de faire du marketing média ou dans l'espace public pour montrer des autres voies, donc un peu descendant du coup? Ce qui rejoint un commentaire sur ce qu'elle avait fait, la première intervention, elle a quand même le sentiment, en tant que simple individu, mais nous sommes aussi des agents publics, nous sommes suspendus, alors ça c'est moi qui l'ai rajouté, excusez-moi, nous sommes suspendus au récit que l'on veut bien nous permettre. Dit autrement, on n'a pas le choix des récits qui dominent et qui nous sont imposés en quelque sorte. Et Antoine fait une proposition de manipuler un peu les esprits, ou en tout cas de les faire avancer à travers du marketing média et en montrant des possibles, des Bah, en tout récits cas, différents. il y a rien de mal à une institution, quelle qu'elle soit, à exprimer ce qu'elle souhaite, ce qu'elle pense, à essayer de le mettre en récit, etc. Il s'agit donc, je veux dire, vous êtes des interlocuteurs dans une conversation bordélique qui est la conversation du quotidien, et donc il ne s'agit pas de se dire, bah, nous, tout le monde a le droit de parler, mais pas nous, quoi. Donc après, ce qui est compliqué, c'est que est-ce que vous êtes sûr de savoir ce que vous avez à dire en tant qu'acteur public? C'est-à-dire comment, d'où il vient ce récit-là dans un monde dans lequel, je ne parle pas au nom de votre région, dont je ne connais pas bien les orientations, mais dans lequel quand même le monde politique, qui est censé porter un certain nombre de récits, c'est quand même beaucoup refocalisé sur on fait du concret, on résout les problèmes, on ne fume pas la moquette, etc. Donc, peut-être, c'est tout à fait légitime. Il faut juste, un, savoir que ce que vous allez communiquer va, à nouveau, être un récit dans une myriade de propositions narratives qui émanent de partout. Et donc que ça fait pas forcément du mal, mais que ça, il faut en relativiser l'esprit, qu'au moins il peut permettre d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous êtes, mais que pour ça, il y a peut-être des processus internes pour le savoir. Et je ne parle pas que des acteurs publics, hein, c'est vrai aussi des entreprises qui souvent voilà, racontent des récits, mais d'où ils viennent ces récits. Euh, et le pire serait, ça je le vois très souvent dans les entreprises, que l'organisation tienne un discours et porte un récit, et quand les gens sont dedans, disent, ah bon, on fait ça, nous? Bon, peut-être. Ça ressemble pas vraiment à mon expérience du quotidien. Et là, évidemment, ça se voit, hein, donc il faut quand même le voir aussi. Mais vous êtes légitime à faire des choses. Simplement, à nouveau, première question, est-ce qu'il n'y a pas quand même un processus collectif interne pour arriver à savoir ce que vous avez à dire, et si vous en portez un ou plusieurs, et pourquoi pas partager même les choses qui font débat à l'intérieur? Ça, c'est très compliqué pour les institutions, je sais, mais bon, on peut toujours rêver. Euh, et puis, à un moment, donc on est suspendu au récit. Bah, bien sûr, il y a des récits dominants. Euh, la caractéristique des récits dominants étant qu'ils s'appellent la réalité, c'est-à-dire qu'ils ne se présentent pas comme des récits, mais comme quelque chose d'objectif, alors qu'ils ne le sont pas plus qu'un autre, que d'autres. Mais on a cette capacité à en produire d'autres. Simplement, il faut créer les contextes. C'est là où, justement, par rapport à ça, il nous semble plus puissant et important
de mettre les individus en question en position de se dire, mais je suis capable de raconter autre chose, ou on est capable ensemble de raconter autre chose. Et qu'à ce moment-là, ça déclenche quelque chose qui peut vraiment porter des fruits dans le moyen et le long terme, euh, plutôt que de dire, bah, allez voir là, on a fait un autre récit, vous allez voir, c'est vachement mieux. Où c'est pas forcément évident de le faire comme ça, parce que justement, la pression des autres récits, des récits à consommer, du récit dominant est extraordinairement forte. Euh, voilà. Ok, donc Marc nous dit, si nous souhaitons travailler sur un nouveau futur, visant une prise en compte plus large de l'environnement, rivières, biodiversité, etc., finalement, la mise en récit ne s'arrête jamais car le futur s'écrit tous les jours, ce qui rejoint un peu ce que tu Absolument. disais, Daniel, d'inventer un futur désirable dans lequel on continuerait à réfléchir à un futur désirable. C'est Exactement, excellent. je suis absolument d'accord. Et donc, c'est là où quand même la démarche justement de Lausanne Goël, prolongée par la Fabrique des transitions dans une large mesure, ou du fondateur des villes en transition, est intéressante puisque, à nouveau, leur démarche de mise en récit vient après l'action. Euh, et c'est quelque part une manière de réfléchir à l'action ou de la pérenniser, ou de dire, mais qu'est-ce qu'on vient de faire finalement? Est-ce qu'on est, et c'est très bien aussi. Donc, c'est vraiment cette idée que, en fait, il n'y a pas d'ordre légitime, que la réalité, c'est que justement, vous commencez à passer dans la mise en récit au début avec le récit, mais il faut quand même que ça vous serve à faire bouger les choses, ou après l'action, ou en même temps, et à la fin, effectivement, si ça se passe bien, ça devient complètement itératif. C'est-à-dire, vous faites des allers-retours de l'un à l'autre. Alors, l'INRAE Dijon nous demande quel lien, entre parenthèses, convergence slash divergence, avez-vous avec la démarche Où atterrir de Bruno Latour et l'Université des terrestres? Comment fédérer toutes ces démarches pour qu'elles fassent boule de neige? Bah, intellectuellement, on est très très proche. Enfin, je pense on est nourri des travaux de Latour, mais aussi de tout, et plutôt toutes d'ailleurs, les philosophes et sociologues de ce monde-là, les Vinciane Després, les Donna Haraway, et toutes ces personnes étonnantes qui en fait portent ces questions-là sur les représentations, sur ce que c'est que le réel, sur les systèmes de coordonnées, sur y compris la fiction. Isabelle Stenger, c'est des gens comme ça, depuis très longtemps. Euh, et donc, c'est évidemment une filiation commune. Euh, la démarche ou atterrir, elle est tout à fait passionnante. Elle est plutôt assise, de ce que je comprends, sur vraiment un travail assez méticuleux d'enquête sur ce à quoi on est attaché, ce de quoi on dépend et ce qui dépend de nous, etc. Donc un travail vraiment de reconstitution des fils multiples entre soi et son territoire et les autres dans son territoire, euh, qui est beaucoup plus méticuleuse, complexe. Et je pense qu'une de leurs difficultés aujourd'hui est de trouver une manière de rendre ça plus accessible. Euh, j'ai rencontré des gens, on a été une fois à l'université d'été de l'université terrestre, des gens dont ça avait vraiment changé complètement la perception, hein. Donc, quand on fait le chemin qu'il propose, ça peut être extraordinairement fort, mais il est exigeant. C'est beaucoup de temps. Euh, et donc, on a le sentiment que c'est pas forcément pour le moment facile à accéder. Donc, c'est plutôt une question de pratique que de théorie ou de regard sur les choses, parce qu'il y a vraiment énormément d'éléments communs et de bases, oui, philosophiques et intellectuelles, méthodologiques communes. Edith repose une question. Quels sont les atouts de l'approche artistique dans ce travail de récit et rencontrez-vous des freins? Alors, les atouts de l'approche artistique, c'est vraiment de permettre aux personnes de s'autoriser, dans tous les sens du terme, y compris de devenir auteur, mais de s'autoriser à dire, à imaginer, à s'exprimer. Euh, et c'est vrai pour tous les publics. Je veux dire, même des publics en entreprise, par exemple, ont tellement perdu l'habitude de laisser parler autre chose que leur esprit rationnel et la partie efficacité, efficience de leur esprit rationnel que
D'abord, ça leur fait un bien fou, ils sont vachement contents. Euh, et ce dont on s'aperçoit, c'est que les personnes qui vont commencer par nous dire, je ne sais pas écrire, ce qui est quand même la moitié des gens dans un atelier d'écriture, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas, etc. En fait, il y en a très très peu qui effectivement n'y arrivent pas. Sauf vraies barrières de la langue ou de choses comme ça. Mais sinon, en fait, on le sait tous. Et donc déjà, le fait parce qu'évidemment, on ne cherche pas à faire du grand style, on s'en fiche. Donc déjà, le fait de s'apercevoir qu'on est capable de, c'est quelque chose d'important. Et puis, ça permet de sortir sans s'en rendre compte de ces rails, de ces manières de penser, de ces manières de travailler, de tout ce qui fait notre compétence, hein. Donc en plus, ces rails, ils peuvent être utiles dans plein de cas de la vie réelle. Mais là, d'un coup, parce qu'on est dans la fiction, on peut sortir, on peut même changer complètement de rôle. On s'est retrouvé avec des gens qui venaient de représentations patronales et ou syndicales qui se marraient à imaginer des histoires pas possibles sur le futur du travail. On a fait aussi un travail avec l'ANACT, genre pour l'amélioration des conditions de travail. Euh, et il y avait aussi ce côté un peu je ne sais pas comment ça se dit en français, mais de plausible deniability. C'est-à-dire, non mais on déconne, c'est pas pour de vrai, donc on pouvait y aller. Et donc ça libère énormément de choses. Et à nouveau, sous la réserve qu'on a un petit temps derrière pour se dire qu'est-ce qu'on vient de faire là. Donc en quoi ça peut nous aider un petit peu pour qu'on ne se dise pas ça nous a libérés, mais en fait c'était quand même juste un truc pour rigoler, quoi. Donc c'est pour rigoler parce qu'on a le droit de dire des horreurs, parce qu'on a le droit de changer de rôle, parce qu'on a le droit de dire des choses qu'on s'autoriserait jamais à dire, et même à penser d'ailleurs ailleurs. C'est très libérateur sur les formes que ça crée. Euh, pour être honnête, les personnes avec lesquelles on a des difficultés, c'est parfois les hauts décideurs qui ont là l'idée que vraiment c'est pas pour eux, que c'est pas possible. J'ai le souvenir d'une ancienne ministre me disant comme ça quand je racontais des trucs comme ça, faisant, je ne vais pas vous dire qui c'est évidemment, mais ayant un cri du cœur en disant ah non, hein, moi j'ai aucune imagination. Comment est-ce, comment est-ce qu'on peut revendiquer ça dans la position dans laquelle on est? C'est curieux quand même, quoi. Et d'où ça vient qu'on ait besoin de revendiquer ça? Parce qu'en plus, c'est certainement pas vrai. Euh, donc, voilà, d'arriver à sortir, à se rendre compte qu'en fait, l'imagination dans l'action publique, dans l'action politique, dans l'action collective, c'est quelque chose d'essentiel, de légitime et d'essentiel. Euh, voilà, ceux qui ont, plus on est formaté dans les hauts niveaux de décision, plus c'est dur. Pas vrai pour tout le monde, hein, mais on en a quelques-uns pour lesquels c'est juste pas possible. Bien, je crois que nous arrivons vers la fin de notre webinaire. Peut-être, alors il y a un commentaire qui dit que tout le monde elle imagine que tout le monde a l'information, mais au cas où elle la rappelle, donc dans un lien sur l'érable, https érablearchi.fr, essaimage national avec appui financier de l'État par appel à projet. Donc je ne sais pas, chacun ira cliquer sur ce lien. Je rappelle que notre prochain. Alors, le cycle de webinaire, il va s'étaler sur un peu plus que 6 mois, hein. Edith a dit 6 mois, mais en fait, on imagine que ça va largement couvrir l'année 2025. Donc, on a commencé en décembre, on terminera peut-être en octobre, quelque chose comme ça. On a prévu six webinaires à 2 mois d'intervalle. Donc, le prochain webinaire avec l'expérience de la Fédération des Scots accompagné par le CEREMA et le bureau, l'accompagnateur Design Friction, aura lieu le lundi 10 février 2025. Donc notez-le dans vos agendas, de 14 heures à 15h30. Un petit mot pour conclure. Petit mot, c'est à nouveau la question du récit, les imaginaires, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant, mais parce que c'est puissant, ça se manipule pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut accepter effectivement que ce soit des processus complexes, génératifs, et plus ils sont participatifs, plus ils vont produire des choses, mais on ne sait pas toujours quoi. Merci beaucoup.